Avant de retrouver Jean-Louis Etienne, nous allons voir un dernier reportage sur une situation assez inquiétante en Martinique avec le développement de cette algue, les sargasses, et faire un point sur un projet SargoWays qui permet de suivre et de développer une application dédiée au suivi de cette algue. Merci beaucoup. Depuis 2011, les plages paradisiaques de Martinique et plus généralement toutes les plages se trouvant dans la zone s'étendant du Brésil au golfe du Mexique sont fortement impactées par l'invasion massive des algues sargasses sur leurs plages. Ces algues provenant de la zone équatoriale atlantique sont fortement exposées à un cocktail entre réchauffement climatique et milieux propices à leur développement riche en nutriments venant du panache amazonien, ce qui rend ce problème durable. La stagnation de ces algues a pour conséquence un impact considérable sur la santé, l'environnement, mais aussi sur l'économie de ces territoires pour lesquels le tourisme représente une grande partie de revenus. Le projet SargoWays est né d'une équipe martiniquaise de Fort-de-France de vouloir enfin réduire l'impact et les conséquences de ces échouages massifs d'algues sargasses, en créant un outil de prévision, de surveillance, mais également de coordination de l'action qui sera fiable. Il se réduit au développement d'une application mobile permettant aux usagers d'avoir accès à des prévisions des échouages jusqu'à 10 jours, mais également d'anticiper la collecte des algues en fournissant des données quantitatives sur le volume à traiter. Enfin, la fiabilité de cette application repose essentiellement sur le retour des utilisateurs qui pourront à la fois évaluer la qualité des prévisions, mais aussi fournir des photos des zones d'échouage. Sargasses sur les algues invasives, ça nous met vraiment face au fait que ces équilibres des océans et des mers sont extrêmement fragiles. Oui. Est-ce que, à l'aune de ce que vous avez entendu, vous pouvez nous faire un éclairage sur cette fragilité entre les coquillages qui souffrent de l'acidification, enfin toute cette chaîne? Oui, on voit bien que la modification du climat, c'est-à-dire l'excès de gaz carbonique que l'on envoie dans l'atmosphère, impacte beaucoup les océans. Je dirais entre parenthèses, merci à l'océan. Parce que l'océan capte, l'océan en général capte la moitié du gaz carbonique que l'on envoie dans l'atmosphère. Donc c'est déjà un régulateur. Ça se fait par la synthèse des microalgues, du microplancton, et par la dissolution du CO2. Donc déjà, c'est une action de l'océan sur la régulation. Et deuxièmement, un phénomène important, c'est que l'océan absorbe à lui seul 93% de l'excès de chaleur de ce réchauffement climatique. Notre climatiseur. C'est un climatiseur, donc déjà il soustrait beaucoup de cette chaleur, mais la conséquence, c'est que c'est une dilatation de la surface avec une montée du niveau des océans, bien sûr la fonte des calottes qui augmente tout ça, et donc ça génère, si vous voulez, des nuisances, notamment sur la perturbation du cycle de l'eau. Les tempêtes tropicales que l'on avait en Guadeloupe, Martinique deviennent des cyclones. La Méditerranée qui capte énormément de chaleur à la surface, à la fin de l'été, les épisodes cévenols deviennent des inondations dramatiques. Donc on perturbe le cycle de l'eau, mais l'océan tient bien encore une grosse partie du climat. Oui, c'est l'effet sur le climat qui est essentiel avec tout ce qui se passe. Et on a entendu parler juste avant des coquillages, et aussi cette acidification qui est liée à la captation du carbone. Oui. Un effet délétère aussi sur le développement des coquillages, sur leurs coquilles. Juste pour que un phénomène que les gens comprennent, les mollusques à la sortie des estuaires des fleuves comme la Seine, par exemple, changent de sexe. Je dirais, ils ont des problèmes de reproduction parce qu'on envoie dans l'eau énormément d'hormones qui sont dues. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la pollution médicamenteuse. La pollution médicamenteuse. Ok, essentiel. On voit aussi à quel point, par ce sommet, on court un peu après le temps parce qu'il devient urgent d'agir. Et on a aussi en parallèle cette nécessité de ralentir les navires, d'avoir plus de sobriété. Donc on est vraiment dans un rapport au temps qui est assez particulier. Comment est-ce qu'on peut l'éclairer? Un rapport au temps on essaye de trouver des solutions pour satisfaire la démographie croissante. On est de plus en plus nombreux, on a envie d'avoir accès à ces ressources, à la nourriture que nous amène l'océan. L'océan nourrit la moitié de l'humanité. Donc je dirais la protection des océans en termes d'impact, de pollution et autres, effectivement, c'est fondamental. La surpêche aussi, voilà un autre domaine qui sera beaucoup discuté ici aujourd'hui, parce que cet océan, on régule à peu près, on a une main sur les zones côtières, sur 200 000 nautiques au large, mais au-delà, ces zones internationales sont l'occasion de surpêche. Donc on voit qu'il y a une multitude de domaines sur l'avenir de l'océan. On parlait du temps, la voile est une solution décarbonée,
C'est une propulsion bélique intéressante. Et ce qui a très bien été expliqué, c'est qu'on ne peut pas mettre des gens dans un bateau qui a un rendez-vous à New York un jour précis. Par contre, il y a des marchandises qui pourront supporter des modifications de la météo. Et là, c'est intéressant d'avoir de la propulsion bélique. Et vous parliez de la surpèche. Pour ça aussi, le satellite va aider, puisqu'on peut, Oui. par satellite, identifier ce qui se passe et on va On de peut- plus en plus avoir des points d'observation. Oui, on peut identifier les bateaux qui ne sont pas identifiables, qui ne s'identifient pas, voyez. Et donc, ceux-là, on va pouvoir les tracer. Et ce qui est important, c'est que de les suivre jusqu'où ils vont livrer le poisson, parce que c'est là qu'il va falloir intervenir sur les gens qui achètent ce poisson qui est pêché dans des conditions illicites. On a déjà vu la surpêche sur les bancs de Terre-Neuve qui pêchait la morue à outrance, si vous voulez. La morue n'est pas revenue. Donc, encore une fois, l'océan nourrit la moitié de la population mondiale et il faut y veiller. Bien gérer cette ressource. Et le satellite permet aussi de voir les pollutions Ah oui, et aussi oui. évidemment les pollutions plastiques dont nous n'avons pas encore parlé, mais de tous ces microplastiques qui transportent des bactéries, qui transportent, enfin, avec Oui. cet effet radeau. Là, vous touchez un point qui concerne tous les gens qui nous écoutent. C'est pas que effectivement ceux qui habitent en bord des côtes, c'est ceux qui habitent aussi sur le plateau des Mille Vaches. C'est une expression que j'aime bien, mais à l'intérieur du continent, parce que la pollution, elle n'est pas en mer, elle est amenée par les fleuves. C'est au niveau des fleuves qu'il faut intervenir. Quand on met des filtres à la sortie des estuaires, on n'imagine pas tout ce que l'on envoie en mer. Donc là, chacun, encore une fois, doit être efficace sur sa zone d'influence, faire attention à tous les rejets, parce qu'ils partent en mer. Une fois qu'ils sont en mer, on ne les rattrape plus. Donc c'est en amont que l'on peut être efficace. Et justement, en amont aussi avec des réglementations pour éviter, pour aller vers plus de sobriété, éviter le plastique à usage unique. Enfin, c'est le genre de Oui, choses. oui. Est-ce que ce sommet qui se penche sur les océans ne doit pas aussi se pencher sur les comportements humains, en fait? Comportement humain, la solution, elle est comportementale. On est tous informés, si vous voulez, des choses que l'on devrait plus faire, mais elle est technologique. Ça a été très évoqué par l'ensemble des intervenants. Elle est technologique, si vous voulez, la solution. On va devoir produire, si vous voulez, énormément d'électricité décarbonée. Aujourd'hui, l'accès, si vous voulez, notre civilisation s'est développée. On est la civilisation carbone. On s'est développé sur un accès facile, si vous voulez, au charbon, au pétrole. Ça a été la machine à vapeur au charbon, puis le pétrole. C'est d'accès facile, c'est totalement maîtrisé. La diffusion à l'échelle planétaire est diffusée. N'importe quel bateau qui arrive dans n'importe quel bateau du monde a ce qu'il lui faut. Voyez. Mais ce qu'il faut aujourd'hui, c'est décarboner le transport. Donc comportemental, vous avez raison, mais c'est un défi technologique et c'est là que c'est passionnant. Et je fais des conférences et il y a des jeunes qui nous écoutent. On a besoin de vous, on a besoin de votre intelligence, si vous voulez, parce qu'il va falloir trouver des solutions. Et aussi évidemment les énergies marines renouvelables qui se développent oui. enfin, sur cette décennie. On voit cette explosion, on voit les premiers champs Oui, posés en oui. France, le flottant qui arrive, l'hydrolien qui se développe, Oui. avec ça l'hydrogène qui est entraîné. Donc c'est aussi des innovations qui vont nous permettre Oui. de passer sur Pour un nouveau donner un paradigme. exemple, les éoliennes que nous avons à terre, c'est que l'on voit le plus, ce sont les 2 mégawatts. Aujourd'hui, on installe des éoliennes en mer jusqu'à 15, certaines expérimentations jusqu'à 20. Donc effectivement, au large, comme vous dites, le flottant, ce sont des zones effectivement qui sont très ventées, où il y a une régulation, une constante du vent beaucoup plus qu'à terre. Donc là, il y a de la ressource énergétique importante. Il va falloir gérer la cohabitation entre les activités, la pêche, l'énergie, Oui, le transport. oui. Beaucoup de tolérance, si vous voulez. On s'était habitué dans le passé à avoir ces pylônes qui transportent l'électricité à haute tension. Vous voyez, aujourd'hui, on y met des éoliennes, elles nous amènent. Bon, il y a une tolérance qui va être obligatoire, si vous voulez, mais on est dans une période de transition. C'est une période qui est en même temps intéressante, comme l'a dit un ingénieur qui parlait de ça. On est à l'aube de solutions indispensables. Il nous faut absolument décarboner l'énergie, c'est un phénomène crucial. Et bien sûr, limiter le plus possible les pollutions, faire des zones marines protégées où les espèces pourront enfin aller se reproduire tranquillement. Mais cette ressource-là, elle est bonne pour les pêcheurs, pour tout le monde, puisque ça sera des gisements de reproduction. Oui, c'est un effet de réserve. Oui, et on tout à revient fait. sur cette question de la surveillance, parce qu'on peut dire qu'on fait une aire marine protégée, mais s'il n'y a personne pour la surveiller sur place ou depuis Oui. le ciel, elle n'aura pas Oui, d'impact. mais Donc, il a est été sensible. prononcé des mots intéressants. Les drones, on fait des nanosatellites aujourd'hui qui vont pouvoir surveiller énormément les choses. On arrive à déceler avec des satellites les émissions de CO2 d'une manière localisée.
Donc la technologie nous est absolument indispensable. Oui. Et les efflorescences de plancton, enfin, tout est suivi depuis le Oui. ciel. Ouais. Vous, La couleur de l'océan. la couleur de l'océan. Ouais. Vous, au niveau du PolarPod, quel va être votre usage du satellite justement? Parce que les données, vous allez les collecter sur place, vous allez les transmettre. Enfin, Oui. vous êtes aussi une interface entre le ciel et la mer. Oui, donc il y a un programme il y a un programme climat avec la mesure la simulation du carbone, un programme biodiversité par écoute, puisque le PolarPod est silencieux, on va faire avec un inventaire par acoustique passive, et on a aussi un domaine calibration, validation des mesures satellites. Parce que le satellite, si vous voulez, c'est un observateur de la Terre extraordinaire. Il y a des capteurs d'une précision remarquable aujourd'hui. Mais on a besoin au sol de valider la mesure. Ils appellent ça le ground truth, la vérité terrain. Calibration, validation, notamment sur la couleur de l'océan. Vous vous rendez compte, un satellite là-haut dans le ciel est capable, par la réflexion de l'onde qu'il reçoit du soleil, de dire tel type de microplancton, quel type de zooplancton. Vous voyez, donc la couleur de l'océan détectée par satellite va pouvoir permettre de faire des inventaires de la richesse de l'océan. Et vous, sur place, vous allez aussi suivre les espèces, le krill, mais aussi les cétacés. Ça fait partie des pistes de recherche. Oui, on a un logiciel à bord. C'est Cercel qui fait ça, qui nous fait un logiciel de détection des mammifères. Par écoute, si vous voulez, passive, on dit tiens un orque, tiens une baleine bleue, tiens voilà. Par écoute aujourd'hui, parce que chaque espèce a son signalement entre elles, si vous voulez, mais on connaît la signature sonore des espèces. Et donc ce logiciel permet de déterminer automatiquement. Et on va surtout le faire pendant 3 ans, aux 4 saisons, sur toutes les longitudes, ce qui n'a jamais été réalisé encore. Parce que les innovations acoustiques, c'est vraiment les yeux sous l'océan. C'est pour voir sous l'océan, on écoute. Oui, on écoute. Alors nous serons dans une zone loin des routes maritimes, hein, autour de l'Antarctique. Il n'y a pas grande. Donc on va être, je dirais, dans l'étalon du silence, si on peut dire, si vous voulez. Donc on va pouvoir, à part le bruit du PolarPod dans la mer, dont on va pouvoir soustraire l'onde de vibration, on va être à une écoute extrêmement privilégiée. Est-ce que c'est vraiment le monde du silence? Parce qu'on entendra les icebergs, on entendra les espèces. Non, mais, si vous voulez, c'est peut-être le monde du silence pour nos oreilles, mais ce n'est pas le monde du silence pour les appareils d'écoute, si vous voulez, de toutes les espèces qui vivent dessous. Ils s'entendent, ils se comprennent, ils se connaissent. Des espèces et des nouvelles technologies qui ont une écoute plus fine et qui permettent d'aller plus loin sur la connaissance, justement. C'est surprenant. Surprenant, tous les investissements qui sont faits, on le voit dans la région, si vous voulez, le nombre de start-up qui se développent, d'ingénieurs qui sortent des écoles, qui ont une idée, qui se mettent à 2 ou 3, qui créent quelque chose. Donc, moi, je trouve ça très, très enthousiasmant avec ce pôle mer Bretagne qui développe ça. Je trouve ça très enthousiasmant. C'est un avenir pour les jeunes. Et une dernière chose au sujet de ce qui va se passer de l'autre côté de ce mur, au One Ocean Summit, maintenant que vous avez entendu toute cette émission, qu'est-ce qui vous semble être les points essentiels, ceux sur lesquels vous aimeriez que le rendez-vous ne soit pas raté et qu'on ait vraiment des avancées La gestion de l'espace maritime international, qui laisse une ouverture à la surpêche, si vous voulez, qui peut être dramatique. Ça, c'est important. Et ensuite, une régulation de la pollution de l'océan. Parce que vous l'avez évoqué tout à l'heure, les plastiques que l'on envoie en mer, ce que l'on voit sous les plages, ça nous dégoûte si vous voulez, mais le problème, c'est pas cela. C'est ceux qui sont en mer avec les ultraviolets, avec l'érosion des vagues, ça fait des petits microplastiques qui sont des petits vaisseaux. Ce sont des petites îles en plastique sur lesquelles se développe le phytoplancton, qui va être mangé par le zooplancton, puis qui va être mangé par la petite crevette, par le poisson et par nous. Donc c'est quelque chose qui immerge, qui irrigue l'ensemble des espèces marines. Donc en amont, nous devons vraiment être intransigeants sur à la fois les effluents aériens que l'on envoie et tout ce que l'on envoie par les fleuves. Et vous le disiez aussi, pollution médicamenteuse, le sujet est vaste. Mais en tout cas, vous le disiez, vous serez intransigeants sur les pollutions. Espérons que vous soyez entendus de l'autre côté de ce mur. Merci beaucoup Jean-Louis Etienne d'avoir été avec nous pour cette émission qui touche à sa fin. Merci. Nous nous retrouverons un peu plus tard pour un nouveau Blue Innov Live, l'émission du pôle mer Bretagne Atlantique en lien avec le magazine de l'économie maritime Le Marin et le journal Ouest France. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.